85% pour le département en charge de l'énergie, 91 et 82% pour l'enseignement de base et les enseignements secondaires. L'évaluation de la mise en œuvre des contrats d'objectifs des membres du gouvernement s'est poursuivie ce samedi. Au total, 7 ministres sont passés à l'examen en ce dernier jour. Dernières évaluations et bilans avec le chef du gouvernement à suivre. À suivre dans ce journal, le coup d'envoi de FESPACO hors mur, coup d'envoi à Yako dans le nord qui ouvre la voie à des projections de films africains en plein air. Une initiative qui veut rapprocher le cinéma des populations tant à l'intérieur du pays que dans la capitale. Au Niger, c'est parti pour les assises nationales sur la refondation de la nation. C'est parti pour 5 jours de consultation sur l'agenda de la transition et ses priorités. 700 délégués de toutes les couches sociales et de la diaspora sont conviés aux assises qui se tiennent sous le regard de délégations burkinabè et maliennes. Grand Prix cycliste de la RTB à quelques heures du coup de pédale. Nous faisons le point des préparatifs. Vous allez le voir, chaque coureur met toutes les chances de son côté pour remporter le prix d'1 million mis en jeu. Séance de mise en jambe à suivre. Bonsoir et merci de nous suivre. Mise en œuvre des contrats d'objectifs des départements ministériels, l'exercice de redevabilité s'est poursuivi ce samedi. 3 ministres étaient à la barre en matinée. Les enseignements de base et secondaire et le chef du département ministériel en charge de l'énergie sont passés tour à tour pour présenter leur bilan. Présentation avec Tanga Kafando. Le ministre de l'énergie, des mines et des carrières, Yacouba Zabre-Gouba, ouvre le bal des évaluations ce samedi 15 février 2025. La réforme du secteur minier, le renforcement des infrastructures énergétiques sont entre autres axes majeurs sur lesquels a porté l'évaluation. Et le ministre ressort avec la note de 85%, une note en nette évolution par rapport à l'année 2023. Nous avons pu, au cours de l'année 2024, poser un certain nombre de réformes. C'est notamment l'adoption du code minier et ses textes d'application. Globalement, ces 19 textes, le ministère a pu porter en Conseil des ministres 18 textes qui ont été adoptés par le Conseil des ministres. Le ministère a également travaillé à faire adopter le contenu local, qui est un élément assez important pour le secteur des mines. Le ministère a également travaillé à ce qu'un certain nombre de leviers qui sont nécessaires dans le cadre du développement du pays soient mis en œuvre. Il s'agit nécessairement de la question de la lutte contre la fraude et à ce titre, des résultats très importants ont été engagés par la SONASPE parce que c'est une prévision de 500 kilos. La SONASPE a pu réunir au total, au 31 décembre, plus de 8 tonnes. Après le ministre Gouba, c'est le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales qui est passé devant le chef du gouvernement. Le département avait pour objectif en 2024 le renforcement des infrastructures scolaires, la réforme du système éducatif et la valorisation des langues nationales, et Sosten Dingara obtient la note de 91%. Sur ce taux, il faut dire qu'il traduit aussi en même temps les performances du système. Et sur les performances du système au cours de l'année 2024, nous avons des éléments donc de satisfaction parce qu'en ce qui concerne donc le taux de préscolarisation, nous sommes passés d'un taux de 6,6% à 6,9%, un taux toujours faible que nous travaillons réellement à relever. Et pour vous donner une idée, à la rentrée 2024, on avait environ 267 pour dire simplement les garderies et les crèches. En 2 mois, nous avons ouvert au cours du dernier trimestre 2024 309 CEP. Autrement dit, l'effectif a été doublé en 2 mois, qui traduit ici la volonté de plusieurs autorités de développer ce pan de notre système éducatif. En ce qui concerne donc le taux au primaire, nous avons réalisé un taux brut donc de scolarisation de 78,4%. Là aussi, un taux nettement supérieur à celui de 2023, où il était de 74,4%. Nous notons que sur les 5 dernières années, c'est la première fois que ce taux a réalisé donc une croissance positive. La matinée des évaluations a été bouclée par le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique.
Les objectifs du jeune ministère sont atteints en majorité et le ministre reçoit la note de 82%. Et nous sommes, comme on l'a dit à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, très fiers d'avoir pu atteindre ce taux, compte tenu du fait que c'est un nouveau ministère et déjà de mettre en place le ministère, les discussions pour cerner le périmètre du ministère. Et comme vous le savez peut-être, nous avons fonctionné de août jusqu'en décembre sans être ordonnateur du budget. Donc on était obligé chaque fois de jongler entre deux autres ministères pour la mise en place ou la réalisation de nos activités. Donc vraiment c'était beaucoup d'efforts et je suis très satisfait de ces résultats. Et aussi je profite pour vraiment féliciter mes collaborateurs qui ont dû redoubler d'efforts, qui ont dû faire beaucoup d'efforts à chaque fois pour qu'on puisse mettre en œuvre ces activités. Et ce qu'il faut aussi retenir de cette évaluation, c'est le fait que les trois principaux indicateurs, à savoir l'augmentation du taux de jeunes qui bénéficient de l'enseignement et la formation professionnelle, nous étions à 100%. Et la réalisation des référentiels, donc les documents qu'il faut pour mettre en œuvre, nous étions aussi à 100%. Et donc il y a d'autres activités pour lesquelles les résultats nous étions plus bas. Et ce sont des activités qu'on devait mener avec d'autres partenaires. Et il y a eu quelques confusions de savoir qui avait la tutelle ou pas. Et donc ça a pris du retard, mais nous avons pu nous accorder et ces activités sont en cours et vont être réalisées en 2025. Les évaluations se poursuivent aujourd'hui avec 4 autres ministres. Il s'agit des ministres en charge de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de l'urbanisme et de la jeunesse. Et ces dernières évaluations ainsi que le bilan dressé par le Premier ministre sont à retrouver courant à ce journal. Dans l'actualité également, la 29e édition de la Biennale du cinéma africain qui avance à grands pas. À J-6, le comité national d'organisation était face à la presse. Tout en faisant le point de l'organisation, le comité a levé un coin de voile sur les innovations majeures. Au nombre de ces innovations, le paiement en ligne des tickets et badges. Précision dans ce compte-rendu de Sonia Cocti. FESPACO 2025, une solution numérique aux longues files d'attente, une plateforme numérique qui permet d'acheter les tickets et les badges, aussi de réserver. Une innovation née de la collaboration entre l'ICDICACH et le FESPACO. La plateforme est accessible sur www.fespaco.ligdicash.ticket.com. À côté de cette alternative d'achat en ligne de vos tickets et badges, le comité national d'organisation a ouvert des guichets au stade municipal de Ouagadougou où les festivaliers pourront se procurer les tickets d'accès et les badges. Cette innovation permet en plus, selon le comité d'organisation, de maîtriser l'occupation des salles de projection, d'avoir de meilleures statistiques et de sécuriser les tickets et badges. Les badges sont disponibles dans 6 catégories différentes, comité d'organisation, métier du cinéma, jury, médias, invités et la carte étalon qui coûte 25 000 francs CFA. Les badges invités, passes et étalons sont les principaux permettant d'avoir accès à tous les sites, projections et activités du FESPACO. La Biennale annonce 12 000 badges imprimés et la distribution débute dès le début de la semaine prochaine. Les films de cette 29e édition seront projetés sur 8 sites, les Ciné Burkina et Nerwaya, le Sénasa, l'ex-CES, les salles Canal Olympia Pissi et Ouaga 2000, les salles de fête et de délibération de la mairie centrale, ainsi que le siège du FESPACO. La foire ouverte au grand public et payante est localisée à la place de la Nation et en face de la cathédrale.
Elle est l'une des grandes innovations introduites dans l'organisation de la dernière édition du FESPACO. Il s'agit du FESPACO hors mur, porté par Cinéma Numérique et la délégation du FESPACO. L'initiative vise à rapprocher le cinéma des populations, tant à l'intérieur du pays que dans la capitale, par la projection de films africains en plein air. Le lancement du FESPACO hors mur a eu lieu ce matin à Yako et le compte rendu est signé de Mouni Wanga. Le botaniste, un film de la réalisatrice burkinabé Floriane Zoundi, en projection inaugurale à la deuxième édition du FESPACO hors les murs. Un avant-goût du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, dans la cité de Naba Yelekouni. Le concept FESPACO hors les murs entend insuffler la ferveur du cinéma africain à l'intérieur du pays et dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. Nous célébrons non seulement le cinéma africain, mais aussi une vision, celle d'un cinéma accessible à tous, où chaque village, chaque quartier, chaque enfant peut rêver en grand et s'inspirer de nos récits africains. L'important, c'est que cette population puisse vivre aussi du FESPACO, pour ne pas que le FESPACO soit uniquement pour les gens de la capitale. Donc nous sommes très heureux d'être là, aussi bien sûr en collaboration avec le Sénat et avec notre partenaire de tous les jours, UNICEF. Ce concept porté par Cinéma Numérique Ambulant et la délégation générale du FESPACO bénéficie de l'accompagnement de l'UNICEF. Sa manifestation en ces lieux et son caractère inclusif est salué par les populations de Yako. Notre situation nationale actuelle, où la culture est en train d'être remise au cœur de notre éducation, notre formation, je crois que cette édition est la bienvenue et nous, en tant que ressortissants, on aimerait encore une fois dire merci. À travers FESPACO hors les murs, le département en charge de la culture affirme sa détermination à partager des émotions positives aux déplacés internes et partant aux populations loin des salles de projection. En portant cette célébration du 7e art au plus près des populations, nous affirmons une ambition forte, celle de rendre le cinéma accessible à tous, de créer des passerelles entre les peuples et d'encourager l'émergence d'une nouvelle génération de talents. Le thème de cette 29e édition, Cinéma d'Afrique et identité culturelle, résonne profondément avec notre engagement à valoriser et à préserver la richesse de nos cultures africaines. La deuxième édition du FESPACO hors les murs se poursuit à Yako avec une projection en plein air dans la soirée. Plus tôt dans la matinée, cette visite de courtoisie de la délégation conduite par le ministre Pegrouene Gilbert Ouedraogo à Naba Yigamde, Dima de Yako. Au chapitre FESPACO toujours, nous faisons un regard croisé sur 4 pionnières du cinéma burkinabé, Alimata Sarambere, Aminata Ouedraogo, Valérie Kabouri ou encore Fanta Regina Nakro. Elles ont marqué leur époque et la présentent par des productions multiples aux thématiques variées, couronnées de lauriers. Regard croisé donc avec Amandine Lalsaga. Elle est l'une des pionnières dans la réalisation cinématographique. Alimata Sarambere est titulaire d'un diplôme professionnel d'animateur de programmes de télévision de l'Office de coopération radiophonique de France et de producteur réalisateur de télévision de l'école de l'ORTF. Elle commence son parcours professionnel dans les années 60 à la radiodiffusion télévision du Burkina comme journaliste, reporter, puis présentatrice et réalisatrice. Alimata Sarambere réalise son tout premier film documentaire sur la sortie du vendredi du Mongo Naba Kougri. Sa deuxième production porte sur les vallées de la Volta. En 1969, elle contribue à la création du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, et dirige le premier comité d'organisation de cette manifestation cinématographique. Aminata Ouedraogo Bakayoko, elle, est réalisatrice de cinéma. Elle a étudié à l'Institut africain d'éducation cinématographique INAFEC à l'Université de Ouagadougou, puis à l'Institut du multimédia et de l'architecture de la communication à Paris. Elle réalise son tout premier film fiction intitulé Impasse sur la toxicomanie en 1988, puis le second
intitulé « À qui le tour ?» un film documentaire sorti en 1991. En 1992, elle réalise 2 films, Qui m'a poussé et Alcoolisme. En 1991, lors de la 12e édition du FESPACO, elle crée l'Association des femmes africaines professionnelles du cinéma, de la télévision et de la vidéo, qui devient en 1995 l'Union panafricaine des femmes de l'industrie de l'image. Autre amazone du cinéma burkinabé, il s'agit de Fanta Regina Nakro. Elle est un produit de l'INAFEC de Ouagadougou, la mythique école africaine des métiers du cinéma qui a vu défiler plusieurs générations de cinéastes africains. C'est en 1986 que Fanta Regina Nakro fait ses premiers pas dans le cinéma en effectuant un stage en tant que script sur le film Yam Dabo ou Le Choix, réalisé par Idrissa Ouedraogo. Un certain matin, c'est le tout premier film de la cinéaste burkinabé Fanta Regina Nakro, un court-métrage réalisé en 1992 qui remporte la même année le Tani d'or à Carthage. Avec son film Huknini, sorti en 1995, Fanta Regina Nakro est propulsée dans la cour des grands et saluée comme la représentante d'une nouvelle génération de réalisatrices africaines. Son court-métrage « Le truc de Konaté sur la prévention du sida », sorti en 1998, est récompensé dans de nombreux festivals internationaux, dont le FESPACO 1999. Elle enchaîne avec les courts-métrages et les films documentaires jusqu'en 2004, avec la sortie de son tout premier long-métrage intitulé « La nuit de la vérité ». Valérie Kaboré est aussi une réalisatrice et également un produit de l'INAFEC. Elle a réalisé son tout premier moyen-métrage de 30 minutes intitulé « Regard sur l'Onéa » en 1992. Dans la même année, elle réalise 2 autres films, De l'eau pour Ouagadougou et Les étrangers. En 1997, elle obtient la mention spéciale du jury avec son film Les vrais faux jumeaux et le prix de la meilleure fiction en télévision au FESPACO avec son film Cadeau, la bonne à tout faire. Elle se fait connaître du grand public par sa série télé Ina. Elle a été de mars 2022 à septembre de la même année ministre de la Communication, de la Culture, du Tourisme, des Arts, chargée des relations avec le Parlement. L'avocat ne te donnera pas ce que tu as perdu. Fin de formation des acteurs locaux en charge du patrimoine culturel immatériel. Une formation de 2 semaines au profit de 25 facilitateurs des hauts bassins et des cascades, à l'issue de laquelle ils sont désormais nantis du savoir et du savoir-faire requis pour mieux promouvoir ce type de patrimoine qui demeure un facteur de cohésion sociale. La cérémonie de fin de formation avec Bouré Makane et Ismaël Satuné Paris. C'est le couronnement de 2 semaines de renforcement de capacité de ces acteurs locaux sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du Burkina Faso. Au cours de cette session, les participants, encore appelés facilitateurs, ont passé entre autres en revue plusieurs thématiques et bonnes pratiques en lien avec la promotion du patrimoine immatériel burkinabé, ce qui participe au développement du secteur culturel de façon générale. Nous sommes à la 2e phase d'implémentation du projet. C'est un atelier qui a été riche en enseignement parce qu'il nous aura permis aussi, en tant qu'administration culturelle, de promouvoir donc l'ensemble des politiques publiques en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, mais aussi d'apprendre aussi des autres acteurs. Le patrimoine culturel immatériel sont des facteurs de cohésion sociale dans notre société. Ça nous a permis de nous connaître entre nous-mêmes. Il est attendu des participants de jouer encore plus, non seulement leur rôle d'ambassadeur dans leur communauté, mais aussi de travailler à impacter les décisions au plan local en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. À travers les connaissances et outils dont ils ont bénéficié au niveau de cette formation, je crois que ça va leur permettre en tout cas de pouvoir travailler efficacement sur le terrain et accompagner en tout cas de façon adéquate l'administration nationale de la culture en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 25 facilitateurs venus des hauts bassins et des cascades sont concernés par cette session de capacitation
Une session qui bénéficie de l'accompagnement de l'UNESCO. De Bobo Dioulasso, nous mettons le cap sur Dakar au Sénégal où se tient le sommet des médias sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes. Une initiative conjointe de l'Union africaine de radiodiffusion et le système des Nations Unies qui veulent ainsi repositionner la radio au cœur des communautés et de la lutte contre les changements climatiques. De Dakar, le reportage de Bienvenue Tonsa. Après Nairobi en 2024, Dakar accueille la deuxième édition du sommet des médias sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes. Une édition couplée à la célébration de la Journée mondiale de la radio, elle veut définir des stratégies innovantes pour faire de la radio un acteur clé de la résilience climatique en Afrique. La sécheresse, les inondations, l'élévation du niveau de la mer et la désertification menacent notre sécurité alimentaire, nos économies et le tissu même de nos communautés. Il est impératif que nous nous mobilisions et que nous mobilisions toutes les ressources disponibles pour faire face à cette menace existentielle. La lutte contre le changement climatique nécessite une approche multidimensionnelle et ce sommet intègre ce principe. En rassemblant des voix et des expertises diverses, nous voulons élaborer des stratégies innovantes pour rendre la complexité de la science climatique plus accessible et plus complète. Plus d'une centaine de participants, dont des journalistes, des climatologues, des décideurs politiques et des représentants de la société civile sur l'initiative de l'Union africaine de radiodiffusion et du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. La collaboration avec les radiodiffuseurs dans les pays touchés par les risques climatiques et les catastrophes est stratégique et vitale pour le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Si la réduction du risque est la responsabilité première des gouvernements, on ne peut pas y arriver sans une collaboration de tous les acteurs de la société. Et vous, les médias, faites partie de la transformation nécessaire pour aller vers un monde plus résilient. La radio constitue le moyen de communication le plus accessible et j'ajouterai et le plus résilient, capable d'atteindre des millions de personnes, y compris dans les zones les plus reculées. Elle est un moyen efficace et prépondérant pour sensibiliser les populations du continent sur les questions importantes de survie, telles que le changement climatique, en raison de sa grande portée, de son accessibilité, de son adaptabilité, de sa rentabilité et de sa capacité à toucher les différents groupes linguistiques. En 2024, plus de 6 900 000 personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre ont vu leur vie bouleversée par des inondations dévastatrices selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, d'où la nécessité d'une synergie d'action dans la diffusion d'informations fiables et la promotion des comportements responsables en période de crise. Opérationnalisation de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, le vice-président chargé du suivi des questions diplomatiques installé, prenant la mesure de sa mission, Sibidi Emmanuel Darankoum a pris l'engagement de travailler avec détermination et dévouement pour le rayonnement de l'espace communautaire. Installation avec Mariama Tamboura. Sibidi Emmanuel Darankoum, vice-président chargé du suivi des questions de diplomatie, prend officiellement service au sein de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Avant de le renvoyer à ses fonctions, le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel rappelle la complexité et la difficulté de la mission qui leur a été mandatée. Une mission que le nouvel entrant entend accomplir avec fidélité, loyauté et esprit du sacrifice. En tant que citoyen, je dirais, on est toujours préparé à répondre, surtout lorsque notre chef de l'État nous demande de nous joindre pour faire face aux défis et aux enjeux de l'époque contemporaine dans laquelle nous vivons. Et je prends l'engagement, évidemment, de mettre tout en œuvre pour l'atteinte des objectifs qui seront fixés et de contribuer
à faire de notre pays et de notre espace un espace exemplaire, un espace de développement, un espace de dialogue et un espace d'inclusivité. Cette mission est une continuité. Une continuité où est-ce qu'il faudra mettre à profit tout ce que nous pouvons mobiliser comme ressources humaines, capacité de travail, solidité physique, mentale et psychologique pour atteindre les objectifs. Et nous comptons le faire avec beaucoup d'humilité. Mais beaucoup d'humilité ne veut pas dire sans détermination. Nous comptons le faire avec la détermination la plus totale. Sibidi Emmanuel Darankoum a été nommé vice-président chargé du suivi des questions de diplomatie le 24 décembre 2024 avec ses deux autres confrères, le vice-président chargé du suivi des questions de défense et de sécurité et le vice-président chargé du suivi des questions de développement. Au Niger, c'est parti pour les assises nationales sur la refondation de la nation. C'est parti pour 5 jours de consultation sur l'agenda de la transition et ses priorités. 700 délégués de toutes les couches sociales et de la diaspora sont conviés aux assises qui se tiennent sous le regard de délégations burkinabè et maliennes. L'ouverture des travaux avec notre envoyé spécial à Niamey, ici à Kanana. L'instant est solennel. Dans cette cuvette du Centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey Comble, s'ouvrent officiellement les assises nationales pour la refondation du Niger. Toutes les composantes de la société sont ici réunies, 716 délégués venus de l'ensemble du Niger et de la diaspora pour écrire une nouvelle page de leur histoire commune. Notre mission s'inscrit dans une vision globale de transformation de notre nation articulée autour de plusieurs piliers. La souveraineté et l'indépendance nationale avec des institutions fortes et résilientes, la bonne gouvernance et l'état de droit garantissant une justice équitable et une administration transparente, la paix, la sécurité et la stabilité, conditions essentielles au développement et à la prospérité, l'unité et la cohésion sociale, ciment de notre identité nationale et de notre force collective, le développement économique et social, favorisant une croissance inclusive et valorisant nos ressources locales. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi en République du Niger. Ces assises nationales entendent donc jeter les bases de la construction d'un Niger fort, digne, souverain et résolument tourné vers l'avenir. Le général Abdraman Tchani invite alors l'ensemble des participants à faire de ces assises des moments d'échange constructifs. Vous devez vous comporter en digne fils du Niger, grand défenseur de valeurs nigériennes et de seuls intérêts du pays. Dans chaque parole prononcée et dans chaque acte posé, vous devez avoir à l'esprit les sacrifices consentis par notre peuple et ses attentes légitimes dans un nouveau départ, afin que cette fois, nous posions véritablement les bases inébranlables d'un avenir meilleur, de stabilité politique et de progrès économique et social pour tous. Ces assises nationales pour la refondation du Niger, ce sont 5 jours de conclave, des concertations entre les filles et fils du Niger qui doivent définir les principes fondamentaux de la transition ainsi que sa période, les priorités nationales durant cette transition, tout en rappelant les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République du Niger. Des assises nationales qui connaissent la participation de membres des gouvernements burkinabè et maliens, traduisant ainsi les liens de fraternité et d'esprit commun au sein de la Confédération des États du Sahel. Au Mali, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation est à Ségou pour une visite de 2 jours. Aussitôt arrivé, le général Abdoulaye Maïga a pris langue avec les forces vives de la région. Au menu, le programme d'action gouvernementale ainsi que les orientations prises par les autorités maliennes. De Ségou, la correspondance de Mamari Koné et Aliou Touri.
C'est aux environs de 9h30 que le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation est accueilli à Banankuro, à quelques kilomètres de Ségou. À l'accueil, les autorités régionales pour souhaiter la bienvenue au chef du gouvernement en 4e région. Cap ensuite sur le gouvernorat où le Premier ministre rencontre les forces vives de la région de Ségou. C'est le tout nouveau gouverneur de Ségou qui donne le ton. Le chef de l'exécutif régional a évoqué les nombreuses potentialités de Ségou et s'est engagé à traduire en actes concrets les instructions données pour le développement économique, social et culturel de la région. Selon le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, cette visite en 4e région s'inscrit dans le cadre des prises de contact entamées dès sa nomination à la primature. Nous sommes sous la transition. Je vais rappeler, il n'y a donc ni majorité ni opposition. Tout le monde doit regarder le Mali dans la direction du progrès. Nous sommes condamnés à bâtir ce Mali courant de nos mains et de nos pensées. Bâtir un pays prospère, un État fort et une nation solidaire avec l'esprit du Mali d'Inkoura. Telle est la vision du chef de l'État, vision partagée à travers la refondation de l'État et la proclamation de l'année 2025 comme année de la culture. Le Mali s'est engagé dans la voie du progrès social et économique, dira le chef du gouvernement, et la boussole est constituée par les 8 objectifs évoqués dans la lettre de cadrage du chef de l'État. Le Mali est au centre de la Confédération des États du Sahel. À ce titre, nous devons nous engager dans la voie de l'intégration véritable. Déjà, nous avons un passeport AES, nos armées se mutualisent tous les jours. Nos douanes se connectent à l'échelon de l'AES. Quelques instants après la rencontre avec les forces vives de la région de Ségou, le Premier ministre s'est rendu à la grande mosquée de Ségou pour la prière du vendredi, occasion pour l'imam Diré de faire des bénédictions pour le Mali. Retour donc au Burkina Faso pour le point des préparatifs de la première édition du Grand Prix cycliste RTB. L'événement, vous le savez, est prévu pour demain, vous allez le voir. Chaque coureur met toutes les chances de son côté pour monter sur la plus haute marche et ainsi remporter la somme d'1 million de francs CFA mise en jeu. La mise en jambe avec Alain Didier Compaoré. La saison 2025 en cyclisme s'ouvre officiellement ce 16 février sur l'avenue Thomas Sankara avec le Grand Prix RTB. Comme annoncé lors de la conférence de presse, ils seront une centaine de coureurs à se lancer à la conquête du magnifique trophée d'une valeur d'1 million de francs CFA. C'est pourquoi dans les différentes écuries, les acteurs sont dans les starting blocks, comme ici sur la voie de contournement avec l'équipe ASBCL, qui en plus de se préparer pour la saison 2025, met l'accent sur le Grand Prix RTB. Nous sommes prêts pour le Grand Prix RTB. La compétition, c'est notre travail. La surprise est l'ennemi du courage. Donc, nous attelons pour répondre présent à la première compétition de l'année. Nous avons commencé nos entraînements il y a plus de 2 semaines. Je remercie la RTB pour cette belle initiative et j'invite d'autres bonnes volontés à emboîter les pas. C'est le même son de cloche du côté des cyclistes. Comme c'est le début de la saison, on a commencé les entraînements par équipe. Ça vaut 1 mois. Donc, on va se débrouiller pour pouvoir remporter. Je peux dire qu'avec l'effectif de cette année, on peut dire pour gagner beaucoup de trophées. Qu'il plaît à Dieu, je vais gagner ça. Pendant que la SBCL s'entraîne sur l'axe Lumbila-Zignaré, l'USFA, elle, chauffe son vélo sur la voie de contournement reliant l'axe Zignaré à la route de Fada. Pour cette nouvelle saison, on est débuté pour être le meilleur. Donc on se prépare bien pour la course de RTB. Entraîner tous les jours, en tout cas presque tous les jours. On s'est entraîné sur les longues distances et puis au niveau des circuits fermés pour être au top pour la compétition du 16. Pas de raison de rater ce premier Grand Prix de la saison. Un honneur pour nous d'avoir la RTB qui a sponsorisé la première édition de la saison. C'est pour la première fois qu'un tel prix a été fait. Donc, raison pour laquelle toutes les équipes s'activent pour la participation active à cette compétition. Dans le même moment, la JCK sur la route de Saponé peaufine sa stratégie pour ne pas se faire surprendre. La JCK prépare le Grand Prix
Comme toutes les autres compétitions, d'une seule journée. Donc les entraînements de l'équipe, c'est 3 jours sur 7. Donc et ces entraînements aussi sont basés sur l'endurance et des exercices qui travaillent la vitesse. Ensuite, voilà, des exercices de résistance sont prêts avec l'équipe. C'est la première compétition de la saison. Donc on a eu pas mal du temps pour se préparer. Donc, je pense qu'on est prêt. La bataille sera donc de taille, à en croire le maître à penser de l'équipe. Oui, nous avons évolué du Grand Prix RTB et avons déjà commencé à nous préparer pour être au rendez-vous. Quel que soit le niveau de la compétition, nous saurons comment répondre à nos concurrents. Tout comme ces équipes, toutes les autres écuries sont en alerte maximale et promettent du spectacle sur l'avenue Thomas Sankara le 16 février et n'attendent que le public sportif. Amélioration de la santé animale au Burkina Faso, les activités de la centrale d'achat des médicaments vétérinaires CAMVET lancées et c'est Barkoundba, une zone à fort potentiel pastoral qui a accueilli le lancement de la centrale. Une centrale qui vient accroître la productivité animale à travers l'amélioration de la santé des animaux. Franck Ouedraogo et Fanta Ouattara de retour de Barkoundba. Barkoundumba, localité située à une dizaine de kilomètres de Ziniaré, dans la région du plateau central. Barkoundumba est une zone à forte potentialité animale. Et c'est là que le ministre chargé des ressources animales lance les activités de la CAMVET, la centrale d'achat des médicaments vétérinaires. Instituée par le gouvernement burkinabé, la CAMVET est désormais chargée d'assurer l'approvisionnement et la distribution des médicaments vétérinaires et de qualité auprès des éleveurs à des prix accessibles. Cette centrale nous permettra d'améliorer la santé de nos animaux et par ricochet la santé publique, car nous consommons tous des produits issus des animaux, notamment les œufs, le lait, la viande. Et tant que nous n'aurons pas des animaux en bonne santé, cela va se ressentir également sur la santé de la population. Donc, c'est un nouvel outil que nous mettons en place et cet outil ne viendra pas pour être un problème pour les éleveurs, mais c'est vraiment pour accompagner les éleveurs. Les éleveurs sont donc invités à faire confiance à la CAMVET et à adopter ce nouvel outil qui entend donner un coup d'accélérateur à l'initiative présidentielle pour la production agro-pastorale et halieutique lancée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons des antiparasitaires, nous avons des antibiotiques, nous avons des vaccins, nous avons des vitamines, nous avons même des petits équipements. Qu'ils comprennent qu'en fait, le bon médicament n'est pas exposé sur la place du marché comme des cacahuètes. Le bon médicament se retrouve au niveau des cliniques vétérinaires, qu'elles soient privées ou publiques, dans des pharmacies vétérinaires provinciales et bien évidemment à partir du siège pour les grossistes. Dans le passé, avoir un produit de qualité, ce n'était pas facile. Et avoir un produit qui répond à son coût, ce n'était pas facile. Et avoir un produit qui dépend de nous-mêmes, et encore décentraliser le produit envers les acteurs, c'est notre première fois. Cette décentralisation sera possible grâce à la logistique acquise. La CAMVET dispose de 2 grands magasins, 2 chambres froides et du matériel roulant. Elle va donc approvisionner les 13 régions du pays dans le strict respect de la réglementation pharmaceutique vétérinaire en vigueur, rassure le ministre Diko. Contrôle de la qualité et du juste prix des produits sur le marché burkinabé, les équipes de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes se veulent plus pointues. Leur descente ce 14 février a essentiellement concerné les produits destinés aux tout petits. À Sankariare, comme au marché de Kalgondé, des produits aux compositions chimiques douteuses ont été retirés des rayons des commerces. Le récit de la sortie inopinée avec Nongba Kouda et Sayouba Souri. Le coordonnateur général de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes et son équipe sur le terrain pour un contrôle des produits de consommation douteux et d'emballage dangereux destinés aux enfants. Nous sommes ici dans une boutique aux alentours du grand marché Rodwoko. Des bonbons, des jus, des chocolats en forme de pistolet, d'injection et d'autres en comprimés pour enfants.
des produits dont les caractéristiques chimiques ne sont pas connues et le contrôleur général se veut clair. Tous les produits incriminés seront retirés du marché. La marchandise est donc saisie et une convocation remise au propriétaire de la boutique. Je ne savais pas que la vente de ces produits sous ces formes est interdite, sinon je n'allais pas les vendre. La saisie de ma marchandise occasionne une perte énorme pour moi. Il fallait sensibiliser avant de passer à la répression. Les contrôleurs passent sur un autre site, le marché de Kalgonet, et le constat est le même. Dans cette boutique également, des produits sont saisis. Et pour nous, c'est vraiment un message destiné surtout aux plus jeunes qui consomment ces produits et ça les prépare en tout cas à véhiculer certainement un message de violence. Et dans notre contexte de lutte contre l'insécurité et surtout le grand banditisme et le terrorisme, nous pensons que certainement c'est des produits qui ne doivent pas être véhiculés sur les marchés. Le coordonnateur général de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes invite la population à une franche collaboration en vue de mettre fin à l'importation et à la commercialisation de produits susceptibles de nuire à la santé des enfants. Des produits qui bientôt feront l'objet d'une stricte réglementation, conclut le coordonnateur général. La délégation spéciale de la commune de Sapsé, région du Nord, au rapport, le bilan de la conduite des affaires communales durant les 2 dernières années a été fait aux populations ce 12 février. Un exercice commandé par le souci de transparence et de bonne gouvernance. Wenyam Achille Kabouré pour le point. La délégation spéciale de la commune rurale de Sapsé, dans le BAM, face à la population pour faire le point des différentes actions menées au cours des 2 années antérieures, à savoir 2023 et 2024. Un exercice de redevabilité qui s'inscrit dans une dynamique de toujours rendre compte de la gestion des affaires locales. Une journée de redevabilité, c'est une prescription de la loi. Pour toute personne investie d'un pouvoir, et il y a la réduction des comptes, il y a cette journée de redevabilité pour présenter aux populations ce que la commune, ce que l'autorité fait en termes d'investissement, en termes de rendu du service aux usagers et aux populations dont il a la représentation. Cet exercice de redevabilité est aussi une occasion pour les membres de la délégation spéciale de la commune de prendre la mesure des préoccupations des populations. Nous avons autant de préoccupations, à savoir les formations professionnelles des jeunes, et construction aussi des infrastructures de jeunesse comme maisons des jeunes et centres de formation professionnelle des jeunes qui sont nos préoccupations parce que nous sommes dans une commune minière où nous avons besoin vraiment des formations qui rentrent en adéquation avec l'exploitation minière. En plus de ça aussi, nous remarquons qu'il y a autant de jeunes de la commune qui travaillent au sein de la mine, mais par manque d'éducation financière, ils n'arrivent pas à investir. Donc nos préoccupations aussi, c'est de former les jeunes en éducation financière. Ce face-à-face entre population et délégation spéciale de la commune se veut également un facteur de mobilisation citoyenne autour des actions publiques et des partenaires au développement de la commune, comme l'ONG Zournoma et Bissa Gold, tiennent à marquer leur présence à ce rendez-vous. 4 ministres pour refermer les évaluations des membres du gouvernement. Le ministre Roger Barreau de l'Environnement, ceux de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de l'urbanisme et des sports pour boucler la boucle. Suite et fin donc des évaluations avec Sekou Zongo. La faible capacité financière des entreprises ayant occasionné la lenteur, sinon l'arrêt des investissements au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a été le facteur qui a ralenti la mise en œuvre du contrat d'objectif dans ce département stratégique en 2024. Mais le département s'en sort de cette évaluation avec un taux d'exécution estimé à 81,7%. Des résultats qui se justifient par la priorité accordée aux activités impactantes. C'était par exemple la question de la résorption des chevauchements et des retards académiques. Donc tous les efforts ont été déployés pour permettre en tout cas aux universités une certaine renaissance, ce qui nous a permis
de résorber 81% des retards académiques et je pense que la dynamique va se poursuivre. Et en plus de cela, en 2024, vous avez bien constaté qu'une des activités phares aussi, c'était la question de la connectivité donc, au sein des universités. Et ça, c'est une activité extrêmement importante si nous voulons moderniser nos universités. Donc, c'est une réalité au sein donc, de toutes les ISR. Mais en plus de cela, nous avons pu poursuivre, je dirais, cette initiative sur les incubés dans le domaine de la production agricole. Et cette année, non seulement nous avons pu, enfin, je dis en 2024, nous avons pu non seulement accroître cet effectif qui est passé donc de 50 à 88, mais en plus, nous avons pu également étendre cette incubation au niveau donc d'autres stations de recherche. Donc, en plus de tous ces acquis, il y a la question fondamentale de la réforme au niveau des textes. Parce que tout ce que nous disons n'a de sens que si véritablement au niveau des textes, nous arrivons à régler un certain nombre de dysfonctionnements en vue d'améliorer la gouvernance donc, au niveau de ces universités et centres de recherche. Pour améliorer la gouvernance au niveau des universités et des instituts de recherche, le chef du gouvernement instruit le ministre Adjima Chombiano à mettre rapidement en œuvre la carte universitaire, à poursuivre l'identification des filières prioritaires et surtout à développer un esprit civique et patriotique au sein des universités du Burkina Faso. En 2024, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement s'illustre avec plusieurs actions à fort impact de développement. Des actions énumérées à cette évaluation du contrat d'objectif. Par exemple, en matière d'eau potable, nous avons pu permettre à près de 680 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable en milieu rural et en milieu urbain. Également, en matière d'assainissement, c'est plus de 300 000 personnes qui ont accès à des systèmes d'assainissement, notamment les latrines familiales. Et également, nous avons mis en place des latrines publiques. En matière de reconquête du territoire, on a créé 19 unités combattantes des eaux et forêts qui sont déployées pour permettre de contribuer à la reconquête du territoire, de protéger les massifs forestiers et les infrastructures hydrauliques. Pour la qualité de l'environnement, vous savez qu'il faut avoir des espaces décents, des cadres de vie sains. À ce niveau, nous avons boosté pour éliminer une dizaine de décharges sauvages. Ça veut dire que sur ces espaces, il n'y a plus de décharges. Nous avons également travaillé sur la question de la mobilisation des eaux de surface. Dans le barrage de Dawelgue, qui a été réceptionné et qui est opérationnel, il va rester à annexer un plan d'aménagement pour son exploitation. Pour cette année 2025, orientation est donnée au ministre Barrot et à ses services techniques de mettre l'accent sur la mobilisation des eaux souterraines pour ainsi accélérer le développement rural. 4 grands objectifs constituent le contrat assigné au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat en 2024. Et à la date du 31 décembre, le taux de réalisation est évalué à 88,77%. Un taux témoin des défis qui restent à relever. C'est tout le sens des orientations que nous avons reçues de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que nous puissions maximiser surtout sur la production de logements. Donc je pense que notre contrat d'objectif de 2025 va mettre un accent particulier sur la question de production de logements pour permettre aux citoyens d'avoir accès au logement décent. Et l'autre priorité majeure sur laquelle nous allons travailler, c'est cette question de restructuration des zones d'habitat non spontané, mais également d'appurement du passif lié aux aménagements passés, mais également le passif lié à l'activité de la promotion immobilière. Au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, 10 objectifs stratégiques déclinés en 15 actions prioritaires constituent le contrat de 2024 en évaluation ici. De nombreuses réalisations à l'actif de ce département, parmi lesquelles le développement du sport pour tous, la réalisation d'infrastructures sportives, la formation de plus de 300 000 jeunes, la création d'emplois à travers l'octroi de crédit. Mais le ministre est focus sur les perspectives pour 2025. Le défi majeur réside essentiellement dans la mobilisation des financements, aussi bien dans le domaine du sport et celui du renforcement de l'employabilité des jeunes. Nous allons toujours maintenir, développer des initiatives de mobilisation des ressources pour pouvoir
continuer la mise en œuvre des points restants du contrat d'objectifs qui seront reconduits au titre de 2025. Nous envisageons entre autres, comme je le disais, finaliser et rendre le stade du 4 août homologué aux normes internationales pour permettre à nos athlètes de pouvoir prester à domicile et offrir la joie au public burkinabé. Alors nous envisageons aussi de multiplier la construction des infrastructures sportives à travers l'initiative présidentielle qui prévoit la construction de 13 académies sportives, dont une par région, et la construction d'un stade de 15 000 places à Bobo-Dioulasso, puis la construction d'un stade de 25 000 places à Ouagadougou, dont les études de conception sont en cours. 81,75%, c'est le taux de réalisation du contrat d'objectif du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi en 2024. Le ministre Roland Somdar assure donc que son département mettra tous les moyens pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés dans le contrat d'objectif de 2025. À la fin de ces évaluations de 2024, le Premier ministre fait le bilan et donne des orientations. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo engage notamment l'ensemble des ministres à plus de célérité dans l'exécution des marchés publics. Nous l'écoutons au micro de Sékou Zongo. Cet exercice d'évaluation-là nous a permis de faire un tour d'horizon des acquis, mais aussi des difficultés au cours de l'année 2024. On a une performance globale générale autour de 88%, un peu plus de 88%, ce qui signifie que les lignes ont bougé au cours de l'année 2024. Mais bien sûr, il n'est pas question de verser dans l'autosatisfaction parce que les légitimes aspirations du peuple burkinabé sont énormes et bien sûr, les attentes sont importantes. Il faut qu'on travaille véritablement à être à la hauteur de ces aspirations et surtout à être à la hauteur des orientations du chef de l'État. C'est pour cela que les ministres sont répartis avec des instructions en termes donc de mise en œuvre, de poursuite de la dynamique qui est enclenchée au cours de l'année 2024, de les amplifier au cours de l'année 2025, avec pour mot d'ordre la recherche de la célérité et de l'efficacité. Parce qu'au-delà des chiffres qui sont affichés en termes de réalisation des contrats d'objectifs, ce que les populations demandent, ce sont des résultats concrets. Et la recherche de la célérité passe aussi par un changement d'approche sur un certain nombre de questions. Quand vous prenez par exemple la réalisation des infrastructures, le mot d'ordre qui a été donc donné, c'est de faire en sorte que les prestataires et les entreprises qui sont attributaires des marchés d'exécution des chantiers comprennent qu'il faut qu'on change de cadence. Il n'est plus question de se complaire dans des rythmes de travail qui se passent juste en journée et puis la nuit, les chantiers sont au repos. Les chantiers doivent donc travailler 24 heures sur 24 pour réduire les délais d'exécution des différents marchés de construction. Partout où techniquement cela est possible, il va falloir donc en 2025, on rentre dans cette cadence de travail-là. Des invocations pour faire des actions de la transition un succès. L'association Song Malgré était hier au palais du Mogo-Naba pour demander la protection des mânes des ancêtres sur les 5 années de transition. L'association a par la suite mis le cap sur l'hôpital militaire Sangoulé-Lamizana pour la remise de matériel. Le point avec Pini Dienyanou. L'association Song Malgré au palais du Mogo-Naba, elle est là pour demander des bénédictions. Des bénédictions de paix, de courage auprès de Sa Majesté pour le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes ici sur le Mogo-Naba pour recevoir des bénédictions pour le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, afin qu'il puisse avoir la force pour continuer le combat pour ces 5 ans. Nous avons amené le nécessaire pour le doigt qui nous tient à cœur. Le Mogo-Naba nous a bien reçus. En plus des conseils qu'il nous a prodigués, il nous a rassuré de nous accompagner dans cette démarche. En s'adressant à ces religieux, Sa Majesté affirme que seule la vérité peut construire. Vous aviez mis le nom du président devant.
Alors pensez à faire valoir la vérité dans tout ce que vous faites. Seule la vérité peut développer le pays. Je vous souhaite le meilleur tout en vous demandant d'être solidaire. Il y a plusieurs associations, cultivez surtout l'entente. Tout ce que nous faisons doit concourir autour de la paix. Les parents aujourd'hui préfèrent chercher l'argent au détriment de l'éducation des enfants. Pensez à l'éducation des enfants. Que le Tout-Puissant exauce vos vœux. Que la paix soit au Burkina Faso. Du palais du Mogonaba, Nabas Nogo et sa délégation ont fait le déplacement du camp Elhadj Sangoulé Lamizana. Là, des matelas médicaux, des nattes et des couvertures sont remis à l'hôpital militaire. Au nom du directeur central du service de santé des armées et du directeur de l'hôpital militaire, capitaine Alassane Koulibaly, dire merci à l'association pour ces matériels qu'ils viennent de nous remettre et les rassurer qu'il sera en tout cas utilisé à bon escient. Pour l'association Songna Malgué, ces activités entrent dans le cadre du soutien au capitaine Ibrahim Traoré et par ricochet, soutenir les forces de défense et de sécurité dans le combat quotidien pour la reconquête du territoire national. Nous remettons le cap sur la ville de Sia pour l'ambiance de la 8e édition du festival danse et musique traditionnelle de Kolsama. L'édition de 2025 consacre son propos à la contribution des industries culturelles à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Bourema Kane et Kaduro Menki. Une synchronisation réussie. Fruit d'un mariage entre culture burkinabé et allemande. L'ambiance est celle de la 8e édition du festival de danse et de musique traditionnelle de Kolsama, Festico, un festival porté par l'association Wokakuma qui œuvre pour la pérennisation de la musique burkinabé et surtout la musique traditionnelle. Les innovations, c'est d'abord l'importation de la musique allemande au Burkina et également la cohésion que nous cherchons tant entre le Burkina Faso et les autres pays de la nation et du monde. Je pense qu'à travers la musique, beaucoup de choses peuvent se faire. Le Festico se veut une vitrine de promotion et de valorisation des artistes locaux. Un festival qui a l'accompagnement et le soutien des acteurs de la culture burkinabé. À travers tous les efforts que le comité d'organisation abat chaque année, il est de notre devoir de les accompagner encore une fois parce qu'ils contribuent vivement à l'épanouissement de nos artistes et également à la promotion et à la valorisation de notre culture. L'édition 2025 du Festival de danse et de musique traditionnelle de Kolsama pose comme thème de réflexion la contribution des industries culturelles à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ce que nous traversons aujourd'hui interpelle tout le monde et chacun doit agir. Et l'action c'est quoi? C'est de parler. Parler en faisant quoi? En faisant ressortir nos valeurs, en faisant la promotion de notre culture. Et cela participe à la cohésion. 3 jours durant, les populations sont invitées à prendre part au Festico 2025. Soirées artistiques, conférences sur le thème de l'édition, exposition d'œuvres d'art, dépistage des hépatites virales et autres IST sont au menu de cette 8e édition du Festico. Merci d'avoir suivi ce 20h qui s'achève. Bon week-end à tous en compagnie de nos programmes. À demain.